De retour dans l'Atelier Z, tourné directement de l'hôtel 01, situé au coin des rues René-Lévesque et Saint-Laurent. Aujourd'hui, on discute de politique. Est-ce que nos élus issus de la diversité font une réelle différence? Et pour en discuter, on a Madalina. J'ai trop hâte d'entendre qu'est-ce que vous avez concocté. Et on a gardé en studio Monsieur Franz Benjamin. Madoua commence. Merci. Bonjour Cathy. Bonjour Amel, les filles. Bonjour France, parce qu'on se connaît, donc je ne vais pas vous appeler Monsieur Benjamin. Donc aujourd'hui, on parle de politique. Est-ce que les élus, est-ce que la diversité en politique fait la différence? Je pense que c'est bien important d'amener ça de façon plus générale parce que quand on est impliqué en politique, on ne parle pas nécessairement du fait d'être élu. Franz l'a bien témoigné en première partie. Et tu sais de quoi tu parles. Oui, je sais de quoi je parle pour avoir été impliquée pendant les 6 dernières années de façon assez notoire en politique, avoir été candidate et tout. Donc, je sais un peu de quoi je parle. C'est un sujet qui est assez personnel. Et puis, d'abord, avant d'aborder mon sujet, qui est la diversité intergénérationnelle, parce que, moi, je me suis impliquée au sein d'une jeunesse, au sein des différents mouvements jeunes en politique. Donc, c'est l'angle que je trouvais qui était le plus adéquat pour moi de traiter. J'ai beaucoup aimé que Franz indique qu'il y avait une certaine responsabilité envers les électeurs issus de la diversité parce que non seulement il devait représenter ses 37 000 électeurs, mais également il a un rôle à jouer au sein des gens qui se reconnaissent en lui. Puis c'est assez important, c'est le lien que je fais avec mon sujet sur l'aspect intergénérationnel. Moi, étant née ici, étant issue de la 2e génération de gens impliqués, je pense qu'en se lançant dans l'implication politique, c'est pas nécessairement quelque chose qui est venu de façon naturelle, d'avoir la communauté, de ressentir pas le fardeau, mais plutôt la représentativité de la communauté. Mais à l'inverse, naturellement, ils se sont tournés vers nous, même si, justement, nos sujets de prédilection à la base n'étaient pas nécessairement l'immigration ou l'emploi dans la diversité, mais tout naturellement, on a eu aussi ce rôle à jouer. Donc, je trouve ça comme intéressant. M. Benjamin a fait la remarque, c'est que vous devenez des phares, des références. Tout à fait, des références. Oui. Et puis, c'est là que je fais le lien par rapport aux jeunes, parce que oui, la représentativité au niveau culturel, c'est bien important, mais également au niveau intergénérationnel. Les jeunes, on le voit en politique, ne votent pas assez, sont de plus en plus cyniques parce que, les taux de participation aux élections, malgré une certaine baisse à l'élection de 2008 et une rehausse à l'élection de 2012, sont quand même restés stables de 98 à 2014, mais toujours en bas de la moyenne. Donc, pourquoi? Pourquoi les jeunes ne se sentent pas interpellés par les débats? D'abord parce que médiatiquement, on ne leur parle pas. Médiatiquement, on a toujours en tête que, on dirait que les politiciens ne parlent que de santé. Quand on parle de santé, en plus, simplement par rapport aux personnes âgées. Oui, un peu d'éducation, mais jamais vraiment profondément. C'est tout le temps des sujets qui interpellent la majorité de la population. Donc, c'est important. Ils ne se voient pas dans le miroir, fameux miroir. Mais le miroir, parfois, il est à deux sens. Franz a parlé de s'impliquer. Mais je pense que c'est ça qui est important aussi quand on est jeune en politique, de montrer que oui, on a notre place, que les sujets nous interpellent, puis qu'on est capable de faire cette différence-là. Qu'il y a une voix pour les jeunes. Oui, les jeunes ont une voix en politique, puis on le voit que ce soit à l'intérieur des différents partis où ce qu'on leur donne une place, ou qu'ils la prennent, cette place. Mais il y a diverses plateformes au niveau provincial, municipal et fédéral, des simulations parlementaires où ce que c'est possible de s'engager, de proposer des projets, des résolutions, puis de faire en sorte que ceux-ci deviennent des projets de loi. Donc, c'est une différence qui est concrète. Puis, j'aimerais aussi revenir, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant quand Franz a dit que non, la diversité ne devait pas nécessairement faire la politique autrement. Je ne suis pas d'accord. Je pense que surtout au niveau de la jeunesse, c'est bien important qu'on puisse montrer que la manière de faire la politique n'est pas nécessairement en accord avec nos valeurs, avec notre vision plus ouverte, où on fonce un peu plus, puis qu'on veut un petit peu plus défoncer les barrières, puis démontrer que non, on a une autre vision de comment les choses se passent. Parce que bien souvent, il y a des gens d'une autre génération qui vont nous dire « Non, c'est pas comme ça que ça se passe, tu sais pas comment ça marche », mais il ne faut pas se laisser aller par ces différentes barrières. C'est important ce que tu mets en relief, justement, la jeunesse
Et il y a une question aussi d'accessibilité. Hein. Moi, plus jeune, l'appareil politique m'intéressait beaucoup, mais il n'y a pas de plateforme d'introduction, de vulgarisation dans les écoles. Et moi, je trouve que ça, c'est un réel problème. La même façon qu'on n'aborde pas des questions économiques, la politique devrait être enseignée à l'école et dans un très bas âge. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça devrait être introduit même au primaire. Comment l'appareil politique fonctionne. Pour avoir des citoyens engagés. Je sais que dans plusieurs commissions scolaires au Québec, il y a des cours d'éducation à la citoyenneté donc, qui existent. Et il y a aussi des initiatives aussi territoriales, spécifiques aussi de plusieurs enseignants autour de la sensibilisation à la question politique. Des fois, on invite même des élus à venir dans les écoles. J'accueille, comme président du conseil d'ailleurs, sur une base hebdomadaire, des classes, des écoles qui viennent à l'Hôtel de Ville. Donc, visiter l'Hôtel de Ville, mais pas seulement pour visiter l'Hôtel de Ville, pour découvrir la démocratie municipale. J'aimerais revenir, je suis d'accord avec toi, Madoua, sur la question intergénérationnelle entre les jeunes, selon moi, doivent faire effectivement la politique autrement. Mais cependant, sur la question de la diversité ethnoculturelle, ce n'est pas parce que je suis d'origine haïtienne que je commencerai à faire de la politique comme un haïtien. Non, ce n'est pas de la faire comme un haïtien, mais c'est d'avoir cette sensibilité-là par rapport aux enjeux. Ah oui, bien sûr. Oui, évidemment, quelqu'un qui est issu d'une autre génération ou d'une autre culture est capable d'avoir cette sensibilité-là. Et c'est pour cette raison que j'ai mentionné lorsqu'on vient en politique, on vient avec ses compétences et ses sensibilités. Et son bagage. Ah oui, absolument. Alors, c'est clair que mon bagage comme personne membre des communautés noires ne me quitte jamais. Et que Dieu m'en préserve. Et tout à fait, il ne faut jamais que ça quitte. En tout cas, c'est vraiment intéressant de développer ce sujet-là intergénérationnel, l'implication de la jeunesse, l'éducation politique à l'école. Je vais te permettre de conclure, parce qu'on a très hâte aussi d'entendre ce que Madalina nous a préparé. En terminant, mais justement, tu parlais du fait que c'est important d'éduquer les jeunes. Il y a beaucoup d'études aussi qui ont été faites sur le fait que le premier vote est très, très important. Si on va voter la première fois, on risque d'aller voter toute notre vie. Et si on accompagne nos parents quand on est très jeune à aller voter, bien, c'est un réflexe qui va devenir aussi tout naturellement. Quand j'étais jeune, j'accompagnais ma grand-mère, j'avais 6 ans, j'étais excitée d'aller derrière l'urne, même si je n'avais pas le droit. Puis quand j'ai eu 18 ans, j'avais hâte de voter. Avec la politique, c'est pas inné, c'est acquis. Madalina? J'aimerais continuer aussi, mais il va falloir passer à ma chronique. Mais je voulais aussi dire que c'est important d'avoir aussi une manière de parler aux jeunes, parce que parler de politique, ça ne les intéresse pas. Parler d'engagement, d'application, c'est autre chose. Oui, tout à fait. Effectivement. Alors, la chronique d'aujourd'hui, elle est un peu plus vivace, il faut le reconnaître. Et moi, je veux livrer quelques réflexions concernant la participation citoyenne aux affaires de la cité quand même. Parce que la diversité en politique, oui, je suis d'accord. Mais il ne faut pas qu'elle se résume à la diversité des personnalités politiques. Alors, donc des représentants. Il faut aussi de la diversité dans les opinions, donc des représentés. Et là, oui, on pourrait arriver à parler de la diversité, mais peut-être de la diversité dans les différents politiques publiques. Alors, il y a toute une démarche de réflexion concernant la démocratie participative, surtout aujourd'hui à l'ère de l'Internet, puisqu'on sait que Internet joue un rôle mobilisateur. Et d'influence. Évidemment. Mais je veux me limiter seulement à quelques dispositifs de participation qui sont ici, à Montréal. La ville de Montréal, vous savez que c'est une des rares villes dans le monde qui possède une charte municipale des droits et des responsabilités, et cela depuis 2006. C'est digne de mention. Oui, et elle sert à promouvoir la citoyenneté active. Et là, on peut trouver beaucoup de droits pour les citoyens, dont le droit de délivrer son opinion, de s'informer, et surtout un droit d'initiative en matière de consultation publique. Donc, le citoyen a un rôle actif. Ce n'est pas toujours on attend. Okay? Alors, on sait que la ville de Montréal compte beaucoup d'instances importantes dont le mandat inclut un rôle consultatif. Il y a les nombreuses conseils d'arrondissement et des comités. Il existe un office de consultation publique institué par l'article 75 de la charte, cette fois-ci de la ville de Montréal, et il fonctionne depuis 12 ans maintenant.
C'est un organisme indépendant, en fait. C'est un organisme indépendant qui reçoit des mandats du conseil municipal et du comité exécutif. Et son rôle, c'est quoi? C'est un médiateur. Entre qui? Entre la population, entre la ville et les promoteurs. Et ça concerne l'urbanisme, évidemment, et l'aménagement du territoire, mais aussi tout projet désigné par le conseil et le comité. D'autres initiatives de ce genre, c'est le jury citoyen. Alors, il y a eu beaucoup d'exemples, je ne veux pas revenir parce que je vais passer au budget participatif, vous connaissez ça aussi, ça vient de loin, ça vient de l'Amérique latine, du Brésil, et depuis 1988 quand même. À Montréal, il y a quelques initiatives, et il faut rappeler une des premières qui est le plateau Mont-Royal, n'est-ce pas, Monsieur Benjamin? Depuis 2006, et ça persiste d'ailleurs. Donc, aller dans un simulateur, les citoyens font leur propre choix budgétaire. Tout cela pour dire quoi? Tout cela pour dire que les politiques d'aujourd'hui préfèrent parler plutôt d'engagement, de participation, que de politique en soi-même. Alors, moi, je veux dire quand même qu'il y a un bémol dans tout cela. Il ne faut pas tomber dans le risque de l'institutionnalisation de la participation. L'idéal, ça serait d'avoir le citoyen qui vient, qui dit « je veux faire ça, on va faire ça ». Et ce n'est pas que toujours les élus qui doivent donner la direction. Pourquoi? Parce qu'on peut tomber dans une professionnalisation de la consultation. Une professionnalisation dans le sens qu'à un moment donné, le citoyen peut se sentir exclu. Parce qu'il n'a pas les compétences, l'expertise, donc il ne se sent pas capable de suivre les démarches. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quand même un document que j'ai trouvé et qui est très intéressant. C'est un guide pratique à l'intention des citoyens et des citoyennes de la ville de Montréal, réalisé en collaboration avec l'Office de consultation publique. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend la consultation pas à pas. Comment s'informer, comment poser des questions, comment exprimer son opinion. On trouve ça où? Sur Internet. OK. Et même la position des participants dans la salle. Oui, Amel, c'est très intéressant, je suis d'accord. Mais attention, il ne faut pas qu'on tombe quand même dans un formatage finalement. Parce qu'en conclusion, j'ai envie de dire, restons critiques, mais gare à l'institutionnalisation de la participation et gardons quand même la diversité diverse, si je pourrais dire ainsi. Alors, après la diversité intergénérationnelle, on parle de diversité de contenu. Vraiment, ça donne matière à réflexion et à discussion. Alors, c'est tout pour votre participation à cette émission, M. Franz Benjamin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Je pense qu'on aurait pu alimenter la discussion en plusieurs minutes. Absolument, et j'aurais tellement de choses à vous dire, d'expériences, d'anecdotes à vous raconter aussi. Mais la porte de l'atelier est toujours ouverte. Voilà. Merci. Alors, on se retrouve après cette pause pour discuter de nos coups de cœur et pour conclure cette belle émission.